Salut, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Cyril. Salut Enzo. Ça va? Ah, ça va super. Bien, je sais, vous l'avez reconnu, en tout cas pour certains, ceux qui sont spécialistes de sport et précisément de foot. On revient dans quelques instants avec Cyril, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Cyril, ça va bien? Oui Enzo. Bah écoute, super. je suis ravi de t'avoir, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ah, c'est un plaisir. Cyril de la Morinerie, c'est bien cela? C'est exactement ça. On se connaît un peu. Exactement. On se connaît un Mais peu. l'amitié, c'est une valeur qu'on partage. C'est très important. Et donc, Ouais. c'est super. Merci de me recevoir. On va parler de ton parcours. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais précisément, qui tu es, ce que tu fais? Alors, donc, moi, c'est Cyril de la Morinerie. Effectivement, j'ai 43 ans. Je suis marié à Clémence et je suis père de 2 garçons. Ça, c'est la première chose, c'est le plus important. Et ensuite, journaliste, ça, c'est ma profession, surtout ma passion. Journaliste à Europe 1. Qui est l'une des plus grandes radios françaises. Et je suis très, très fier de défendre les couleurs d'Europe 1. Depuis quand? Je suis à Europe 1 depuis 2004. Je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à Europe 1 et j'ai été embauché par Jérôme Bellé, qui était le patron de l'époque et qui m'a dit, lors d'un entretien qui a duré, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, il a une bonne tête, on l'engage. Et grâce à ma bonne tête, je suis à Europe 1. Enfin, pas que. Ça a été le créateur de LCI, de France Info. Il a créé une boîte de prod et C'est dans l'air notamment. Donc c'est un très grand journaliste et c'est vrai qu'en plus il est originaire de ma région champenoise. Moi je suis originaire de Reims. C'est pour ça que je voulais le citer parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont lancé dans le métier. Bon, j'entendais tout à l'heure, tu as commencé un peu comme ça. La fidélité, l'amitié, ce sont des valeurs qui Ah oui. te parlent. C'est hyper important. Ouais. Et c'est aussi pour ça que la fidélité à Europe 1, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment crucial, je pense, en tout cas dans ma carrière. C'est qu'on a vécu des moments un peu plus difficiles il y a quelques années à Europe 1. On était sur un bateau dans une tempête avec des audiences qui baissaient. Et on n'a pas lâché le navire, chacun à son poste. Et avec notre capitaine, Donat Vidal-Rovel, qui est le directeur général, que j'apprécie beaucoup, parce qu'on a commencé ensemble à Europe 1, lui présenter les journaux. Il est parti vers d'autres cieux avant de revenir pour prendre la tête d'Europe 1. Moi, je commençais journaliste de sport, je l'ai retrouvé. Et voilà, on s'est battus tous ensemble. Et aujourd'hui, Europe 1 est en train de remonter, avec notamment l'arrivée de Pascal Praud. Kiss FM. Tu me parles de Kiss FM, c'est Kiss énorme. FM. Je crois que c'est la première fois qu'on m'en parle depuis Mathusalem. Mais justement, moi l'idée dans la bulle, c'est le parcours. Tu commences à Kiss FM, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu es engagé à Kiss FM? En 2000, 2001, c'est ça? Oui. Alors en fait, Kiss FM, c'est drôle. C'est que je fais des études en fait à Nice. Moi, j'ai commencé la radio assez jeune, à 15 ans. J'ai monté une émission de sport, en gros, sur une radio locale. Ça fait 25 ans, ça s'appelle Sportiplex. Et ensuite, je suis parti à Nice faire mes études de journalisme. Pourquoi Nice? Pas pour le soleil, mais parce que je trouvais que cette école, quand j'y suis arrivé, c'était organisé comme une rédaction et je voulais vraiment vite entrer dans le métier de journaliste. Et lors de ces 2 ans à Nice, il y avait une radio qui s'appelle Kiss FM que j'écoutais, qui est une radio musicale. Je me suis proposé pour faire tout simplement des flashs d'infos. Donc j'ai fait les flashs d'infos dans la matinale, le soir. C'était très sympa. J'ai fait pas mal comme on dit, des remplacements. Mais j'étais jeune étudiant encore. Donc c'était des flashs de 2-3 minutes. C'était très sympa. On passe ensuite à RCF. Comment est-ce que tu sautes de Kiss FM à RCF? RCF, c'est la radio de mes débuts. C'est une radio qui est une radio nationale associative, mais qui est sur tout le territoire avec des locales. Et en fait, ils ont une locale à Reims et dans les Ardennes. Et moi, quand j'arrive, j'ai 15 ans et demi, 16 ans. Et je fais un peu de présentation de sport. Enfin, je vois qu'il n'y a pas de sport. Donc, je leur propose de faire du sport. Et puis, de fil en aiguille, je leur propose de faire une émission de sport tous les samedis soirs pour retransmettre les matchs du Stade de Reims, les matchs de Sedan, parce que Sedan, à l'époque, était en première division. De hockey sur glace, on a suivi le titre de champion de France de hockey sur glace des Flammes Bleues. Et tout ça avec une bande de copains, une quinzaine de jeunes. Et ça a été vraiment une folle aventure. Ça m'a vraiment donné le goût, la passion pour ce métier. On s'est complètement dépassé parce qu'on partait d'une feuille blanche. Les gens nous disaient vous allez vous casser la gueule, c'est pas possible, ça appelle de chant monastique et religieux, c'était des mineurs. Enfin, tout était il y avait des vents contraires, mais en fait c'est ça qui nous a vraiment plu, c'est qu'on s'est donné à fond et ça a réussi. Et la preuve en est, c'est que c'est devenu un petit centre de formation. Il y a plusieurs jeunes journalistes qui sont issus de cette émission de RCF et qui sont aujourd'hui dans le sport.
tu intègres Radio France, on est en 2002, tu Oui. intègres Radio Ouais. France. C'est marrant parce que tout ce que tu me dis là, c'est frais dans ta tête. Ah oui. Ah ouais. Tu le dis Ah comme ouais. si c'était avant-hier. C'est Ah oui, drôle. oui, c'est même hier. Pour Ouais. moi, c'est hier. En fait, ça passe à une vitesse, c'est fou, hein, ça passe à une vitesse folle, la vie. Et ces moments-là, ils ont été tellement clés, parce qu'ils ont été clés dans ma vie professionnelle, mais ils ont été clés dans ma vie amicale. C'est des amis que je garde pour la vie. Et c'est aussi voilà, une aventure presque entrepreneuriale, quoi. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Radio France, pour te parler de Radio France, c'est 2 ans de bonheur aussi. C'est 2 ans à commenter les matchs du Stade de Reims. Tous les vendredis ou samedis soirs en fonction des matchs, à voyager un peu dans toute la France avec des consultants et à suivre mon équipe fétiche, l'équipe du Stade de Reims. Donc j'ai suivi un petit peu on va dire le retour et la reconstruction du Stade de Reims, qui est aujourd'hui en première division. Et qui a fait un score plutôt pas mal Ah oui. le week-end dernier. Ah oui, de partout contre De le PSG, partout c'était incroyable. J'étais avec mes enfants au parc, ambiance phénoménale. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, je me rappelle du stade Auguste Delaune branlant. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de centre d'entraînement. Et le stade de Reims, pour un peu resituer à nos téléspectateurs, c'est l'une des équipes les plus mythiques du football français. La première équipe à avoir été 2 fois en finale de l'ancêtre de la Ligue des Champions, c'est Copa Fontaine-Piantoni. Donc ça a aidé l'équipe de France de football dans les années 50-60. C'est Albert Batteux qui était l'entraîneur à la fois de l'équipe de France sélectionneur et du Stade de Reims. Et en fait, moi, voilà, on vit pour cette équipe qui était dans des conditions un petit peu déplorables dans fin des années 90. Et heureusement, on a eu notamment Christophe Chenu et ensuite Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims actuellement, qui en une vingtaine d'années ont réussi à ressusciter le Stade de Reims. On sent le fan, le spécialiste. Quand je te vois parler, j'ai l'impression que tu es en train de commenter quelque chose. C'est incroyable. L'IEJ, ensuite on arrive. Oui. L'IEJ, c'est l'école de journalisme. Oui. Oui, en fait, c'est que l'IEJ à l'époque était à Levallois, parce que moi j'habite à Levallois, Levallois-Perret. Et je croise une intervenante de cette école de journalisme, Institut européen de journalisme, et qui me dit tiens, ils cherchent des intervenants. Donc en fait, je suis devenu intervenant en journalisme, donc tout simplement, je transmets ma flamme, ma passion à des jeunes journalistes que je recroise après sur le terrain. C'est ça qui est très sympa. Par exemple, Baptiste Durieux, qui est journaliste à RTL, je l'avais en classe il y a quelques années, il me dit un jour, c'était lors d'un match de foot, tu sais, ça a été hyper important, c'était top de t'avoir. Donc moi j'aime bien voir les jeunes journalistes faire des choses avec eux. Donc en général on fait quoi? On fait des grandes émissions de sport, je débriefe après, et l'école est très sympa. Voilà, donc c'est l'Institut européen de journalisme, c'est à Paris. Enfin, nous arrivons à Europe 1, nous sommes en 2004. Comment tu fais? Tu postules directement? C'est quelqu'un, c'est quoi? C'est du bouche à oreille? C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'Europe 1, c'est la radio que j'adore depuis tout gamin, qu'on écoute avec mon feu papa dans la voiture, à la maison. C'est Eugène Sacomano, c'est Pierre Lubas, c'est les grandes figures du journalisme sportif de la radio. Et je rêvais d'intégrer Europe 1. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses. C'est que, 1, j'envoie un CV. Et 2, je croise à une fête Emmanuel Renard, qui était à l'époque à Europe 1, qui a gravi tous les échelons à Europe 1 avant maintenant d'être l'un des patrons d'RMC, et qui me dit, il cherche quelqu'un au sport, t'as le profil, postule. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé cassettes, je les ai un peu harcelés, hein, je les appelais, j'envoyais enfin je ne sais même pas s'il y avait encore oui, je vous livre d'ailleurs déjà des mails, mais en tout cas c'était de la cassette, enfin, j'ai envoyé une cassette. Et en fait Jérôme Bellet, qui était le patron, a écouté une cassette, et il m'a dit, c'est sympa, c'est dynamique, et c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer Europe 1, et quand j'y suis arrivé, voilà, j'ai eu mon entretien, le lendemain matin, je bossais pour Europe 1, c'était incroyable, j'ai eu un contrat tout de suite pour Europe 1, et là, de là a commencé une aventure incroyable, où j'ai parcouru le monde entier pour Europe 1, pour couvrir les plus grands événements sportifs. Qu'est-ce qui fait un jour tu faisais du sport avant. Ouais. Quelle est ta spécialité sportive, toi? Alors, c'est très drôle. J'adore ta question. Parce que la question, elle est excellente. C'est-à-dire que je suis nul au foot. Je ne sais pas faire 3 dribbles. Voilà. Donc, qu'on ne me fasse pas un concours de footballeur, ça ne sert à rien. Moi, quand j'allais faire du foot avec les copains, j'étais dans les cages. Un gardien de but, parce que j'étais un peu grand. J'étais un peu maladroit. Et en fait, c'est pas grâce... Alors, moi, je fais du tennis, je fais du ski, j'adore le ski, voilà. Mais je suis pas... Mais je suis quand même beaucoup dans le football.
Et c'est un sport que je trouve magique. Alors c'est magique parce que d'une certaine façon, comme je suis pas très bon, je trouve que les gens qui arrivent à faire du foot, les footballeurs, je les trouve incroyables, tous. C'est un sport où vous arrivez dans une arène, vous avez une ambiance de folie. Alors parfois dans les petits matchs, ok. Mais enfin, moi on en parlait dimanche dernier au Parc des Princes, c'était juste incroyable. Et puis, je trouve que c'est un sport qui est assez merveilleux, parce que c'est un sport, qu'on dit que c'est un sport populaire, et c'est un sport où il y a des personnes de tout horizon qui arrivent et qui se battent pour un même maillot. Ça, c'est une superbe valeur. Ça, c'est beau. Et ils se battent voilà, pour gagner. Et donc, voilà, on parle de foot, mais j'ai pas fait que suivre du foot. Par exemple, je suis allé à une finale de Coupe du Monde de rugby, sans être un grand spécialiste. Je suis allé en Nouvelle-Zélande. Et plusieurs Jeux olympiques également. Mais dans le sport, c'est vrai que ce côté, on se dépasse, et pour moi, est incroyable. Toute l'énergie qui est mise en place pour aller vers le Graal, vers la médaille olympique, vers le titre de champion du monde. Quand tu es petit, tu as 6-7 ans, tu rêves de quoi? Quand je suis petit, à 6-7 ans, je crois que je voulais être médecin. Et peut-être parce que j'étais un peu hypocondriaque. Et j'ai bien fait de ne pas être médecin parce que j'aurais été un très mauvais médecin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très intéressé quand même par l'actualité. On avait les journaux le matin, on regardait le journal de 20 heures. Il faut se remettre à l'époque des années 80. À la télé, vous avez 4-5 chaînes. Et mes parents, c'est le 20 heures, voilà, on regardait tous le 20 heures. Et puis, moi, j'aimais le sport. Vraiment, j'ai toujours pratiqué le sport. Ce qui se passe, c'est que mon frère, un jour, mon frère aîné, qui est Thibaut, m'a emmené justement dans les arènes sportives à Reims. Il m'a emmené à Delaune, au stade de Reims. Il m'a emmené au basket. Je suis allé voir des matchs de hockey. Et j'ai été ébloui par le sport. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé un peu à vibrer en écoutant la radio. Et comme j'aime bien quand même m'exprimer, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien. Et que tu fais plutôt bien. C'est sympa. Je trouve que la radio, c'est magique. Parce que j'écoutais quand j'étais gamin, en fait, la radio dans ma chambre. Je n'avais pas l'autorisation de voir les grands matchs de Ligue des Champions, etc. Donc moi, j'écoutais la radio en cachette, mais presque. Et il y a une proximité en radio qui est incroyable entre l'auditeur et le commentateur, parce qu'il n'y a pas d'image. Et tout ça, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas être derrière la radio, je veux être dans la radio. Et je veux raconter aux gens ce qui se passe avec mes mots, avec mon enthousiasme, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand quand on t'envoie j'allais dire en mission, j'aimerais que tu nous fasses rêver. Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de sujet imposé. Il y a à Europe 1, on propose, nous, et le rédacteur en chef nous suggère. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on a le journal de 19 heures. Ah bah tiens, il y a, je sais pas moi, Mbappé, on voit un sujet sur Mbappé. Est-ce que tu peux nous faire un sujet sur Mbappé? Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a telle ou telle actualité. Par exemple, Mbappé a décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Bah, c'est une grosse actu. Et là, on va faire des différents sujets. Donc, j'appelle les consultants d'Europe 1, Giroud, Alain Giresse. J'essaye d'avoir les meilleures infos. Donc, j'appelle différentes sources que l'on peut avoir proches du joueur pour comprendre sa décision, pour avoir confirmation de sa décision. Et ensuite, eh bien, j'enregistre mon sujet avec les interviews. Donc c'est assez sympa, c'est qu'il y a un petit métier d'orfèvre, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les meilleurs sons. On va faire ce qu'on appelle son com, c'est-à-dire sa voix, parce qu'un reportage à Europe 1, on est sur un format assez court, d'1 minute, 1 minute 10. Donc il faut sélectionner les meilleurs passages des interviews qu'on a réalisées et être le plus percutant possible. Donc voilà, on va proposer le meilleur sujet pour la matinale, mais on peut faire aussi du direct. C'est du direct dans le studio, c'est du direct à l'extérieur. Vous avez un grand match, vous faites un direct depuis le stade, en dehors du stade, avec des supporters, avec des sons de joueurs qui ont été interrogés lors d'une conférence de rédaction ou des sons exclusifs que vous avez fait avec tel ou tel entraîneur. Voilà un peu comment ça se passe. Et le grand kiff d'un journaliste de sport, c'est bien sûr le commentaire en direct. Et là, quand vous vous retrouvez, c'est un peu la récréation, parce qu'on a l'impression, quand on va vous écouter les grands matchs de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, que c'est voilà, que c'est un peu l'aboutissement du travail, mais c'est pas que
tout le travail. C'est-à-dire que pour moi, je le prépare de façon la meilleure façon possible, voilà, en essayant de lire les journaux, d'avoir les meilleures sources, d'appeler les consultants, etc., d'être le plus précis possible. Mais c'est le plus grand bonheur d'être en direct, c'est sans filet, c'est 2 heures de direct, c'est absolument génial. Et ensuite, vous avez tout le travail qui est après, notamment aller interroger en conférence de presse les joueurs, entraîneurs, et restituer le lendemain matin, dans la matinale, en direct ou pas, ce qui s'est passé dans le match, choisissant raconter une histoire. Toujours ce qu'on dit dans notre métier, c'est de raconter une histoire par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, alors là, c'est moi le spectateur, j'aimerais comprendre comment, en plein direct, pour savoir qui a le ballon au moment où il tape la balle. Comment alors, vous faites? Attends, je te rassure, parce que parfois on se trompe. Hein. Ah, ça nous arrive. Attends, hein. Mais c'est un truc de dingue. Pardon, là, du coup, je suis complètement profane. Pardon pour ceux qui savent précisément comment ça se passe. Mais là, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous savez, comment vous arrivez à savoir que... Il y a des petits trucs, Je vais te donner quelques petits secrets. Bon, d'abord, il y a quelque chose d'assez simple, c'est que vous avez une feuille de match. Ouais. D'ailleurs, c'est l'angoisse. Et donc, il y a les quand postes. Quand on n'a pas la feuille de match. Quand la feuille de match traîne, etc., en fait, on a les postes. Oui. Donc, on a le gardien, en général, à l'époque de Jacques Vendroux, qui est avec nous sur Europe 1, que j'adore, qui est donc un grand journaliste. Qui est la légende du journalisme. Il viendra, j'espère, vous voir un de ces 4. Jacques, t'es le bienvenu. Du 1 au 11, on avait tous les joueurs. Aujourd'hui, il y a des numéros, 99, c'est le gardien, etc. Bon, moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une feuille de match, déjà, à la fois, je les place sur un petit cahier, donc le gardien, les défenseurs, les milieux, les attaquants, en fonction du dispositif tactique de l'entraîneur, pour un peu visualiser leur positionnement. Ensuite, j'ai une autre feuille où je vais mettre du plus petit nombre au plus grand nombre, du 1 jusqu'au 99, donc, sauf quand c'est le gardien, parce que quand il y en a un qui a le ballon, je ne suis pas sûr, il y a quand même le numéro du maillot. Et puis quand on ne voit pas le numéro du maillot, on peut voir par rapport au positionnement de l'équipe. Et puis quand on ne voit pas bien par rapport au positionnement de l'équipe, là, il y a des petits trucs. C'est la couleur de la chaussure, c'est s'il a une mèche ou pas sur les cheveux de couleur, j'en sais rien. Ça pour le coup, moi, il n'y a que comme ça que je me disais. Oui. Voilà. Par exemple, Moutoussamy, je le reconnais. Mais tout le monde le reconnaît parce qu'il a une énergie, une force extraordinaire. Il est génial, Samuel Moutoussamy, bien sûr. Mais bon, vous êtes dans une mêlée, vous avez par exemple un corner, vous avez pratiquement toute l'équipe qui est dans une surface de réparation. Ouais. Là, voilà. Après, vous avez parfois des écrans. C'est-à-dire que vous avez des écrans avec des ralentis. Donc quand vous ne savez pas, vous dites et but de l'équipe de France. Vous n'êtes pas sûr que ce soit Griezmann ou Giroud. Bon, et puis vous voyez, Giroud, il va vers le poteau de corner. Bon, vous savez que c'est lui. Olivier Giroud. Voilà. Merci. Tu vois, ça, par exemple, ça nous fout les poils à tous. C'est-à-dire que c'est ce truc-là. D'accord, je suis soft, hein, là. J'ai bien vu. J'ai bien vu qu'on est. Mais ça, c'est génial. Ces moments-là de direct, on a tous, et puis même quand on joue avec les copains au foot, on est tous là, petits, on est en train de commenter en même temps le match. Ça fait rêver. Être commentateur sportif, c'est un kiff absolu. C'est un kiff total. C'est un vrai bonheur, et surtout c'est un bonheur quand on est sur place et qu'il y a des grands moments de joie sur le terrain et que l'on peut suivre. Par exemple, la finale de la Coupe du Monde en 2018. Pour moi, c'est un aboutissement à la fois personnel et professionnel. Pourquoi ? Parce que 20 ans auparavant, Eugène Sacomano et Pierre Lubas commentaient la finale 98 que j'écoutais sur Europe 1. Parce qu'à l'époque, moi, j'allais rejoindre mon frère dans une location de vacances et il n'avait pas de télé et il ne m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de télé. Donc on s'est retrouvés, comme c'était noir de monde partout, on n'arrivait pas à avoir une télé, on a commencé à écouter la Europe 1 et c'était génial. Génial, génial. Et c'est donc un aboutissement aussi personnel parce que vous êtes au bout de 5 semaines de compétition, vous avez suivi les Bleus, vous les connaissez, il y a des rapports humains qui se font, vous avez votre petite famille qui vous attend aussi, vous savez que la France vient de gagner, vous l'avez commenté en direct sur Europe 1, alors, toute la nuit en plus on était en direct, on avait cassé l'antenne, c'était un truc de fou, puis quand vous revenez en France et que vous voyez, on est fatigué parce qu'au bout d'une Coupe du Monde à commenter les matchs, à les suivre, parce qu'il n'y a pas que le commentaire comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et que vous voyez ces drapeaux français, cette énergie, ces Champs-Élysées qui sont noirs de monde, on est heureux pour son pays, on est heureux pour sa radio aussi qui a fait un super boulot. Voilà, donc ça fait partie des grands moments.
Là, il y avait le Qatar aussi. Je suis parti au Qatar, très sympa. On a eu une finale, probablement la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Pareil, j'étais dans le stade. Je suis un privilégié, je m'en rends bien compte. Je suis un privilégié dans les plus grands stades du monde, etc. Mais c'est beaucoup de boulot aussi. Il faut aussi s'en rendre compte. Mais c'est parce que t'es bon. Non C'est mais, sympa, merci. non mais c'est ça. J'essaye. Je pense que si tu faisais pas le job, tu serais pas. Ah bah, en Oui, tout cas, c'est on pas est la politique de la maison. on est d'accord. On essaye d'avoir les meilleurs profils à Europe 1 et j'espère, en toute humilité, en tout cas, je mouille le maillot. Ça, il faut bien comprendre, c'est que je mouille le maillot. Est-ce qu'il y a un style Cyril de la Morinerie? Alors, être moi-même. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important, c'est de pas singer les gens. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, t'es très enthousiaste, mais il faut que tu te sépares un petit peu de tes modèles de commentateurs pour vraiment te faire ta patte. Et je pense que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bien aussi qu'ils aient leur modèle de commentateurs, de journalistes. Mais après, il faut vraiment qu'ils aient leur style. Voilà, ne pas singer une personne, c'est important. Et moi, vraiment mon leitmotiv, mon ADN, c'est d'être moi-même et d'être enthousiaste. Et de lâcher les chevaux. Je veux dire, on est devant un spectacle sportif. On est là pour faire plaisir aux gens. Ils nous écoutent. Donc on a à la fois un devoir vraiment de les emporter. Moi, j'ai envie de les emporter avec moi parce que c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est vraiment du bonheur. J'adore ça. Et aussi, on a un devoir d'exemplarité journalistique en apportant les meilleures infos, en préparant bien son match et en étant le plus précis possible. Voilà, c'est un peu ça ce que j'espère véhiculer sur l'antenne d'Europe 1. Ah, bon, je crois que c'est fait. Tu t'entraînes à la maison? Jamais. Jamais. Non. Et j'aime pas me réécouter. Enfin, je réécoute mes sujets pour voir si ça c'est bien avant de les envoyer à Europe 1 quand je suis à l'extérieur, etc. Mais je m'amuse pas à enregistrer mes matchs. J'ai jamais enregistré mes commentaires de foot. Ouais. J'ai gardé quand même les commentaires de 2018. C'est ce Parce que j'allais dire. Quand même. bon, Là, voilà, ouais. ça c'est un truc à garder. Et puis je pense que mes enfants seront contents un jour peut-être de les réécouter, on ne sait jamais. Et puis il y aura peut-être une troisième étoile. Peut-être que je la commenterai, peut-être que ça sera une autre personne, un jeune, voilà. Eh ben, parlons des JO. Et tu vas les commenter ou pas? Alors, c'est une très très bonne question. On sera sur place, on va suivre les Jeux Olympiques. Après, je ne peux pas te dire comment on va le faire exactement. Mais il y aura un suivi, évidemment, c'est une compétition exceptionnelle. C'est tous les 100 ans, tous les siècles qu'on suit une telle compétition. Moi, je suis français et fier de l'être. Enfin non, c'est tous les 4 ans, mais ça fait 100 ans qu'elle n'est pas venue en France. Hein. Exactement. exactement. J'ai compris le... Voilà. 100 ans à Paris, en tout cas, parce 100 qu'on ans, a eu les Jeux d'Albertville, ouais. les Jeux de Grenoble, voilà. Mais c'est en France, à Paris, on aura une cérémonie d'ouverture qui va être incroyable. C'est la première fois que ça ne va pas se passer dans un stade, ça va se passer sur la scène. Il y a des moyens exceptionnels qui sont mis en place pour aussi une parité entre les hommes et les femmes, des valeurs qui sont belles, hein, les Jeux paralympiques aussi, qui seront des grands moments. Moi, j'invite aussi les gens. Moi, j'ai pris des billets, par exemple, par les Jeux paralympiques, parce que j'avais envie de suivre le tennis fauteuil. Et donc, j'ai pas de billets à proprement parler à titre personnel pour les Jeux olympiques. Je me suis dit, je vais prendre pour les Jeux paralympiques, parce que ça sera aussi la première fois qu'on accueillera les Jeux paralympiques. Mais voilà, je les suivrai, bien sûr, pour Europe 1. Cyril, de quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta carrière? Alors là, c'est une question un peu colle parce que j'y ai pas du tout réfléchi. Et je trouve que c'est une super question. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose ça. De quoi je suis le plus fier? Le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire un métier qui est une vraie passion et de pouvoir être en même temps père de famille. Je pense que c'est un métier qui vous demande beaucoup d'énergie, vous demande de voyager, etc. Et d'avoir trouvé un équilibre familial et personnel et professionnel, pour moi, c'est une grande fierté parce que je pense que tout le monde n'y arrive pas. Ça demande évidemment de partir sur les terrains, d'être constamment en suivi de l'actualité, de suivre l'actualité et d'avoir ce bon équilibre-là et de savoir que mes enfants sont fiers de leur papa, que mon épouse est là aussi pour m'encourager. Ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et au-delà de toutes les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques que j'ai pu suivre, c'est vraiment d'avoir trouvé cet équilibre-là. Et puis, je suis très heureux d'être voilà, dans une maison Europe 1 qui est une maison familiale et dans laquelle j'ai pu m'insérer, m'intégrer. Et voilà, aujourd'hui, je pense modestement un des piliers de cette maison. Et ça c'est vraiment une grande fierté pour moi. Oui. Est-ce que tu as un prochain défi? Quel est ton prochain challenge? Le truc à relever? Challenge. Dans l'immédiat, c'est l'Euro de football.
Ça, c'est vous savez, une compétition en chasse une autre, et à chaque fois, il faut se remettre en cause. Donc ça, c'est d'avoir un très très bon Euro de football, de le suivre avec passion, de le retransmettre sur Europe 1. On va être radio officielle pour Europe 1, donc ça va être un grand moment pour cette équipe de France. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, hein, parce que j'ai commenté une finale de Coupe du Monde gagnée par les Bleus. J'aimerais bien commenter une finale de l'Euro remportée par les Bleus. Ça serait quand même plutôt pas mal. J'ai des très bons souvenirs d'ailleurs de l'Euro. En 2016, c'était en France, où les Français ont perdu en finale contre le Portugal. C'était pas loin, mais c'était vraiment super. Donc ça, c'est un prochain défi. Mais le défi immédiat, là, c'est quand je sors du studio, c'est que j'ai un sujet à faire, et que le sujet, ça doit être le meilleur possible. Tous les jours, il faut faire le meilleur possible des sujets, la meilleure info possible, parce que c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que la remise en cause, elle est permanente. Tu nous as parlé avec passion de ton métier, de ton job. Il y a quand même des points plus compliqués que d'autres. Non, mais c'est un super. Mais franchement, moi je le dis parce qu'il y a plein de jeunes, je sais, qui t'écoutent et qui regardent ta chaîne. Et je vois beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier, mais tant mieux qu'ils y aillent. Mais c'est sûr que ça demande un investissement. Il est vrai que c'est pas toujours simple de pouvoir commencer dans le métier. On a beaucoup de jeunes qui font ce qu'on appelle de la pige, c'est-à-dire qu'ils vont travailler pour plusieurs médias au départ avant d'avoir un contrat fixe dans un média. Mais je vois aussi beaucoup d'horizons qui s'ouvrent depuis plusieurs années. La preuve avec YouTube, la preuve avec les réseaux, avec des chaînes qui se créent à droite, à gauche. La radio aussi continue de se développer via les podcasts. Donc il y a de la place. Oui, il y a de la place. Non, je ne suis pas inquiet pour mon métier, mais ce qu'il faut pour vraiment qu'on soit toujours dans la partie, dans le match, c'est de pouvoir se remettre en cause justement et de pouvoir avancer avec les nouveaux outils qu'on a à notre disposition. On arrive bientôt à la fin de ce moment. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu dirais au petit Cyril? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, 40 ans plus tard, celui qui avait 7 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu as fait des études de psy, non? C'est ce que tu lui dirais? Non. Non. Mais, La question est géniale. Alors mon petit Cyril, j'espère que tu vas bien. Accroche-toi à tes rêves. Parce que si tu te donnes les moyens, c'est-à-dire si tu continues d'avoir envie, si tu vois une barrière, tu la sautes. Tu vois quelqu'un qui te dit non, tu te débrouilles. Tu vois la porte fermée, tu passes par la fenêtre. Mais tu y vas à fond et tu vas avoir une belle vie et faire de très belles rencontres. Juste, on peut terminer en musique. Est-ce qu'il y a une musique comme ça, sur laquelle tu aimerais qu'on termine? Eh ben, moi, j'aimerais bien terminer sur Happy de Pharrell Williams, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que Happy, soyons heureux, on a le sourire, on est bien, on vient de passer une demi-heure formidable ici ensemble. J'ai envie que les gens soient heureux, d'avoir la banane, la chance d'être en bonne santé, donc voilà, aujourd'hui je suis super content. Et puis c'est une chanson que mes deux garçons chantent en ce moment, donc je trouve ça plutôt cool, ils ont appris les paroles et ils chantent ça, donc voilà. Tim, Anto. Salut. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Oui. D'où viens-tu exactement? Et je t'aurais répondu, je viens de Champagne. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que j'aime bien les bulles. Donc être dans la bulle, c'est quelque chose qui me parle. Ok, voilà. Je valide. Ok, on est dans une bulle de champagne. En tout cas, on était dans une bulle de champagne avec Cyril. Merci beaucoup. Avec modération, hein, toujours. Hein. Avec modération, bien joué. On sent le communicant, le professionnel communicant. Merci beaucoup. C'était dans la bulle de champagne avec Monsieur Cyril de la Morinerie. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye.